Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League saison 3, épisode 3. Aujourd'hui, retour sur la deuxième semaine de compétition et preview de la troisième semaine. Vous connaissez donc le programme maintenant que vous êtes des habitués. Semaine 2, donc en Ivy League, on a eu le droit au premier choc entre équipes de l'Ivy League. On a vu Cornell donc, qui se déplaçait du côté de Yale et Brown du côté de Harvard. On finira par ces matchs-là. On va commencer d'abord par les matchs où une équipe d'Ivy League ne rencontrait pas une équipe d'Ivy League. Bilan de 3-1 cette semaine, donc avec du bon, notamment la victoire de Columbia contre Georgetown. Et de Princeton à Lafayette, ça c'est une vraie bonne surprise, et du moins bon avec la défaite de Penn du côté de Lehigh, mais bon ça on s'y attendait aussi. On va commencer par Dartmouth qui se déplaçait du côté de Central Connecticut, une victoire un peu à l'arraché quand même, on va pas se le cacher, dans un match qui a été plus compliqué. Alors Central Connecticut, les Blue Devils étaient quand même une équipe tout à fait compétitive l'année dernière puisqu'ils ont joué les playoffs FCS, mais voilà, mais Dartmouth a eu toutes les peines du monde à s'en défaire, qu'on soit très clair. Et il a fallu attendre un touchdown vraiment à la toute fin du match pour enfin voir Dartmouth s'imposer sur une passe de Grayson Saunier pour Kendrick Fisher. Le Big Green qui a vraiment eu du mal à très clairement à capitaliser sur les yards. On a eu énormément de difficultés sur les équipes spéciales. On a eu cette incapacité à marquer des points alors que que le Big Green avait été en capacité de faire bouger les chaînes. Donc c'est un petit peu décevant de leur part. Grayson Saunier, un deuxième match où même s'il fait des stats, je pense qu'il a eu du mal à se montrer décisif. Heureusement, il y a cette passe de 50 yards à la fin qui permet de très clairement d'enfoncer le clou. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. DJ Crowther, qui avait marqué du premier match de son approche avec 3 TD pour plus de 100 yards à la course, a continué à faire un bon match, 86 yards et 2 TD pour lui, mais en 24 portées, donc une moyenne qui est beaucoup plus classique, on va dire ça comme ça. Mais voilà, Dartmouth, on savait, le premier match avait été assez bien mené. On sait que il y a des hauts et des bas dans les saisons, notamment à FCS, c'est exactement le cas. Bonne connexion par contre avec Grayson O'Bara, 128 yards pour lui, sans TD en plus, donc c'est plutôt bon. Et puis Chris Corbeau, bien sûr, c'est un nom que vous allez commencer, je pense, à entendre si vous suivez un petit peu la draft. Ça m'étonnerait pas que ça soit un des joueurs draftés qui viennent à Ivy League cette année, le tight end. 68 yards pour lui et un TD, voilà, un joueur assez bon, qu'on soit très clair. Alors bon, je vous ferai grâce de mes talents de scout qui sont complètement inexistants, mais voilà, ça c'est un profil à suivre. Je pense que d'ici quelques temps, vous verrez, je pense, quelques fiches draft à mon avis dans différents sites parler de lui. Voilà. Et la défense, par contre, a un peu souffert quand même du mal à arrêter, notamment jouer à la place de Brady Olson, le quarterback adverse. Pas de création de turnover sur ce match-là. Brady Olson qui fait du 25 sur 33 à la passe, qui est quand même plutôt très très bon. Heureusement pour eux, l'attaque des Blue Devils, de fumble pour eux, à chaque fois recouvert par Dartmouth, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, autant l'impression sur la première semaine était plutôt bonne, autant l'impression sur la deuxième c'était un petit peu plus compliqué, mais voilà, il faut pas non plus être trop grincheux. 2-0 et surtout 2 victoires contre des équipes qui ont joué les playoffs FCS l'année dernière, donc ça montre quand même que Dartmouth est là et qu'il faudra compter sur eux. Alors, on va passer du côté de la grosse déception. Alors, déception relative, mais déception quand même. C'est Penn qui se déplaçait du côté de Lehigh. Les Mountain Hawks qui étaient à 4-0 avant ce match-là, on savait que ça allait être compliqué, ça s'est confirmé. Et pourtant, on avait l'impression qu'ils avaient tout bien fait. C'était ça qui était un petit peu paradoxal, c'est qu'ils semblaient avoir le match, alors pas en main, mais en tout cas à portée de fusil. Ils ont jamais été vraiment largués. Ils sont passés même devant juste au début de la deuxième mi-temps, en menant 20 à 16. Ils recollent 27-30. On y croyait, ils reviennent à 30-37. Enfin bref. Il y a eu des moments où on y a cru, il y a eu un turnover créé, on se dit allez c'est bon, l'attaque va permettre de passer devant, et puis derrière ils n'arrivent pas à capitaliser malheureusement. En fait il y a eu plein de choses qui ont tourné en leur faveur, Penn, notamment sur la deuxième mi-temps, et voilà, ça n'a jamais vraiment fonctionné, parce que je pense que la défense est malheureusement pas au niveau de l'attaque, c'était un peu ce que je pensais en début de saison, je l'avais dit, je veux dire on avait des certitudes au niveau de l'attaque.
elles se sont confirmées sur ces 2 premiers matchs. En défense, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont encaissé plus de 500 yards, c'est beaucoup trop. Voilà, il y a eu, on va dire, une incapacité à la défense d'arrêter l'attaque des Mountain Hawks. Et donc voilà. Et pourtant, paradoxalement, Aidan Johnson, le quarterback de Lehigh, ne sort pas forcément un grand match, mais surtout au sol qui a eu du mal, quasiment 300 yards en 45 courses. Donc c'est un average de quasiment 7 yards par course. Voilà, c'est beaucoup trop gros pour soi, très clair, et il faudra que ça évolue pour les Quakers, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué cette saison, sachant voilà, qu'il y a quand même des quarterbacks de haut niveau dans la Ivy League, et donc il va falloir trouver des solutions à ce niveau-là. Et de leur côté, leur attaque au sol a été vraiment désastreuse. Je sais pas trop le pourquoi du comment, mais c'est vrai que cette attaque au sol a vraiment du mal à se déployer. Pourtant, voilà, il y a eu quasiment 20 portées. Enfin, donc voilà, donc ils ont quand même essayé de le mettre en place, mais rien n'y a fait. Julian Stokes a essayé de faire ce qu'il a pu, cette espèce de couteau suisse en attaque qui est quand même vraiment sympa, mais voilà, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais par contre, au niveau des receveurs, voilà, ça c'était plutôt bien. Le bon match de Liam O'Brien, malgré une interception lancée. Voilà, Jared Richardson toujours à son niveau. BC Owen, voilà, deuxième receveur numéro 2 qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, donc il y a eu vraiment des trucs très bien, mais quelques erreurs de Liam O'Brien, notamment aussi un fumble qui coûte quand même beaucoup à la sortie. Ça a été assez paradoxal, et je pense que les Quakers ressortent avec pas mal de frustration quand même, parce que en fait, tout simplement, ils étaient, je pense, en mesure de prendre ce match-là, et ils offrent un peu le fumble qui coûte 3 points, parce qu'en fait, quand Liam O'Brien fumble, ils étaient dans leur camp, donc voilà, donc Lehigh a pu marquer un field goal assez facilement. Donc voilà, c'était quand même assez pénible pour eux. Ils arrivent à récupérer, ils récupèrent après un punt, ils récupèrent un ballon parce que le joueur de Lehigh fait n'importe quoi, et derrière un free and out absolument dégueulasse, alors qu'ils étaient en position pour marquer. Donc voilà, donc c'était un petit peu dommage. Ils se sont compliqués la vie. Pareil, l'interception arrive au pire moment parce que Samuel Lehigh est en position directement de marquer un touchdown, et ce qu'ils ont fait derrière. Donc voilà, donc Liam O'Brien, pas exempt de reproche sur ce match-là, malgré les stats tout à fait corrects, mais quand on regarde avec un petit peu plus de précision, c'est un petit peu dommage, parce que je pense que ces Mountain Hawks étaient tout à fait prenables, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc les Mountain Hawks qui basculent à 5-1, Penn qui bascule à 1 partout, et je pense alors pas beaucoup de regrets, mais quelques regrets quand même, quand on verra à la fin de la saison, parce que mine de rien, ils sont classés numéro 9, ou 8 du pays, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, c'est une très bonne équipe. Et il y avait moyen de l'accrocher au tableau de chasse de cette équipe Ivy League, et ça aurait permis de gonfler le CV de Penn, mais aussi de l'Ivy League dans son intégralité. Et ça, c'est pas perdu, parce que voilà, on sait qu'il y a au moins une équipe qui jouera, mais c'est pas impossible qu'il y ait des équipes at large aussi. Donc à voir ce que ça va donner. Donc au moins on aura une équipe Ivy League, mais c'est pas impossible qu'on ait, je sais pas, Harvard et Yale par exemple, si Yale ne gagne pas l'Ivy League, mais continue sur sa lancée. Voilà. On va aller les des bonnes surprises de cette semaine, c'est Columbia qui s'est imposé contre Georgetown, 19-10. Alors Georgetown qui sortait d'une grosse fessée contre Brown, on s'en souvient. Donc voilà, donc on se demandait quelle sauce les Lions allaient manger ou allaient être mangés contre leurs rivaux. Forcément, ça a bien fonctionné, notamment comme on pouvait s'y penser grâce à la défense. Chase Goodwin, le quarterback, n'a pas été très bon, qu'on soit très clair. En fait, au niveau offensif, ça a été un petit peu compliqué, mais la défense a tellement été costaud. Justin Townsend, le DL, le D-line, deux sacs pour lui. En fait, c'est la défense qui a vraiment réussi à enfoncer le clou. Ils ont mené très rapidement de 13-0. Donc là on se dit je pense que le match était compliqué, était dans la poche, et effectivement ça s'est confirmé, parce que l'attaque des Hoyas c'était vraiment en grosse difficulté. La défense a fait le taf, et voilà, heureusement, parce qu'offensivement c'était quand même loin d'être la panacée aussi. Mais voilà, donc Columbia, je sais vraiment pas quoi en penser. Là il y a un gros match qui va arriver sur cette semaine, donc je pense qu'on en saura un peu plus. Il y a là une défense aérienne qui a l'air d'être quand même très compétente, au sol également, mais surtout de façon aérienne. Ils ont forcé 3 interceptions sur Des Thomas, le quarterback de Georgetown. Alors ça arrivera peut-être pas toutes les semaines, on est bien d'accord là-dessus,
Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bon. Jack Smichowski, pardon, je crois que c'est un linebacker. Il avait 2 interceptions pour lui sur ce match-là, donc c'est plutôt bien joué de sa part. Donc voilà, donc il y a des playmakers quand même au niveau défensif, mais offensivement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc je me demande s'il y a vraiment du talent, notamment au niveau des skill players. Et voilà, et Chase Goodwin ne pourra pas avoir des matchs aussi faibles que celui qu'on a vu aujourd'hui, parce que sinon ça va quand même être compliqué. Voilà pour Columbia qui quand même, après on va dire la déception de la semaine 1 face à Lafayette, remonte un petit peu du poil, reprend un peu du poil de la bête, et ça tombe bien parce que les Lions vont rencontrer les Tigers de Princeton, donc voilà, un duel de félins, et Princeton c'est là vraiment, plus que Columbia, je pense que c'est vraiment la très bonne surprise de cette semaine, c'est la victoire donc des Tigers face aux Leopards de Lafayette, 38-28 dans un match qu'ils ont globalement vraiment maîtrisé de A à Z. Alors je me suis dit, quand j'ai commencé à regarder les matchs en deuxième écran, je me suis dit, punaise, ça sent le copier-coller du match de la semaine dernière avec Princeton qui domine, on se souvient contre San Diego qui menait 21-0, 28-7, 35-14, enfin bref, ils avaient le match bien à main avant de complètement laisser tomber. Là ça n'a pas été le cas, ouf. Alors, en plus pour le coup, je pense qu'ils continuent à jouer avec 2 quarterbacks, donc Kay Colon et Blaine Ipa, qui ont été plutôt corrects l'un comme l'autre, voilà, sans plus. Mais voilà, en tout cas, il y a eu des bonnes choses, notamment défensivement. Il y a eu Terrell Roberts, un pick six, qui a permis juste avant la mi-temps de basculer à 28-7 et voilà, et vraiment mettre un coup derrière la tête aux Leopards. Ils ont tenu le choc sur cette deuxième partie de match, donc ça c'est plutôt cool. Donc du talent, il y a quand même des on va dire des choses positives. Chase Christopher, 15 tackles pour le linebacker, plutôt impressionnant. Après voilà, je reste quand même un peu dubitatif, on va dire, sur la capacité au jeu au sol, notamment de se mettre en place. Alors ils ont pas mal tourné sur les running backs, donc ça c'est plutôt cool entre Ethan Clark et Darian Murphy, mais ils ont eu du mal vraiment à mettre en place le jeu au sol, donc on va voir ce que ça va donner. On sait que Ben Ipa, un des 2 quarterbacks, a quand même un profil un peu plus coureur, ils ont mis ça à contribution sur ce match-là. Donc on va voir. On sait que Princeton a habituellement tendance à sortir des gros coureurs. Pour l'instant, c'est encore pas trop le cas, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, de la défense qui a fait le taf, deux fumbles recouverts contre Lafayette. Voilà, les tout petits détails qui font en fait la différence sur la fin du match. Donc voilà, belle victoire des Tigers qui en avait vraiment besoin, parce que sinon c'est vrai qu'on se demandait à quoi la saison allait ressembler. Donc voilà, donc ils ont eu pour mérite de rebondir, et donc ça c'est plutôt cool. On va passer maintenant aux 2 matchs qui ont eu lieu entre équipes de l'Ivy League. Donc on a eu d'abord, on va commencer par Cornell qui se déplaçait du côté de Yale, victoire de Yale 41-24 dans un match qui a quand même été beaucoup plus serré que le score en laisse imaginer. Alors pourquoi beaucoup plus serré? Parce qu'en fait c'est tout simple, il y a eu Yale a marqué vraiment en toute fin de rencontre. Je crois que il faut que je regarde, mais je crois que Cornell a même mené au milieu du 4e quart. Donc voilà, donc victoire au forceps de Yale après un peu l'euphorie de la semaine 1. Voilà, on est revenu un peu sur quelque chose de plus, on va dire, de plus classique, c'est-à-dire avec Yale qui souffle un peu le chaud et le froid, mais vraiment amené par une défense, hyper, on va dire, hyper clutch, on va dire ça comme ça. C'était vraiment très bon de la part de Yale, qui a 2 interceptions, 2 un pick six en toute fin de match, complètement clutch. Josh Pinsenberger, toujours le taf au sol, mais 2 fumbles pour lui, attention. Donc Yale, il n'y a pas tout qui a été parfait, mais il y a tellement playmaker quand même à des postes clés, notamment défensifs, que je pense que ça fera ils gagneront des matchs juste avec leur talent, en fait, d'une certaine façon. Unimidum Ayo Duraye, le linebacker, encore un énorme match de sa part. Alors, il était rentré dans le portail des transferts avant de décider de rester à Yale. Tant mieux pour Yale et tant mieux pour lui, je pense, d'une certaine façon. Donc voilà, donc il y a vraiment des playmakers. Après, voilà, moi je suis toujours, j'avais mentionné
Reno, le quarterback, Dante Reno, pardon, le quarterback en semaine 1 en disant voilà, pour l'instant c'est pas encore ça s'est confirmé, il y a encore du déchet, mais voilà, le jeu au sol a fait le taf et ils ont été la capacité à créer du turnover au moment clé, je pense que c'est exactement ça. 4 interceptions pour Devin Page, le quarterback de Cornell. Cornell, je sais pas trop quoi en penser. Mention spéciale quand même à Ryder Kurtz, le tight end, qui a vraiment fait un match très très bon à la réception. Mais voilà, mais je sais pas, ça va être une équipe qui sera besogneuse, qui va emmerder, je pense, chaque équipe qu'ils vont rencontrer, hein, parce que je pense que ça sera le cas. Ils ont emmerdé Albany, ils ont emmerdé Yale, et je pense qu'ils emmerderont tout le monde. Mais très clairement, ça manque quand même un peu de talent. Et avec un QB play qui est pas au niveau pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, mais Devin Page pour l'instant c'est quand même assez compliqué. Moins de 50% de complétion, il a lancé 51 ballons quand même, hein. C'est pas faute d'avoir essayé, mais vraiment pour l'instant c'est un peu compliqué, et contre une équipe qui tu peux pas te permettre de faire des erreurs parce qu'ils vont capitaliser dessus comme Yale, bah ça n'a pas suffi, on va dire ça comme ça. Des soucis de turnover, 5 turnovers sur le match, c'est beaucoup trop, qu'on soit très clair. 2 fumbles pour Devin Page, c'est beaucoup trop aussi, le quarterback. Voilà, un match un peu galère pour lui. Ça lui servira, je pense aussi, ses formateurs. Hein, je pense qu'il y aura pas de, enfin, probablement une des meilleures équipes que Cornell va rencontrer cette saison. Mais voilà, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt dans leur saison. Mais voilà, ils ont eu cru jusqu'au bout. Ça s'est pas joué à grand chose quand même, parce que si on prend les stats, bah oui, Cornell a eu plus de yards que Yale, tout à fait. Mais 5 turnovers qui les flinguent totalement. Mais voilà, j'ai été agréablement surpris par Yale, pour être tout à fait honnête. Ils ont mené assez rapidement dans le match. Après voilà, ils ont vraiment été très accrocheurs, mais ça n'a pas malheureusement été suffisant. Mais voilà, j'ai quand même du mal à voir Yale, Cornell remporter quand même plus de 3 matchs cette saison, parce que je pense que ils ont une équipe encore qui manque on va dire de certitude, notamment offensivement, et que malheureusement les autres en face auront un peu plus de certitude, notamment défensif. Voilà. Dernier match qui concernait donc 2 équipes de la League, c'est Harvard qui accueillait Brown under the light. Alors quoi dire sur ce match-là? Brown qui avait créé quand même la sensation en semaine 1 en écrasant Georgetown 46-0. Donc on se dit ouais, l'attaque va bien fonctionner. Et ben rien ne s'est passé comme on l'aurait espéré, hein, pour les Bears. Premier jeu, pick 6, voilà, merci, au revoir, de la part de Dorsey Benfield, et destruction, bonne et due forme, j'ai vraiment pas d'autres mots, parce que ça a été vraiment ça. James Murphy, le quarterback de Brown, a vraiment été en souffrance totale, 3 interceptions pour lui, et puis l'impression quand même de puissance qui se dégage de Harvard, c'est quand même très très impressionnant, sans avoir à forcer leur talent, c'est ça le pire, parce qu'en fait le match était plié, j'ai envie de dire presque au premier quart-temps, très clairement à la mi-temps. Et cette impression de puissance, Jaden Craig, vraiment un joueur vraiment très bien, très beau, très racé à voir. Enfin, c'est, voilà, pareil, je ne sais pas de quoi son avenir sera fait. Est-ce que ça sera NFL, est-ce que ça sera autre chose? Mais vraiment, ça serait un joueur que j'aimerais beaucoup voir en dehors de Harvard, voir ce que ça donne. Je pense quand même qu'il va créer des envies. Ça m'étonnerait pas de le voir arriver en FBS par exemple, parce que voilà, il y a énormément de talent, et il y a du talent à Harvard de manière générale. Donc voilà, ça lui permet de se sublimer aussi. Cette capacité à sortir des joueurs talentueux année après année, il y a eu, je crois, 7 ou 8 receveurs qui ont touché au moins 2 ou 3 ballons sur ce match-là. Enfin, donc vraiment très bien, et puis voilà, tu commences le match, tu sens que ça va être, tu sors avec tu rencontres une équipe qui est vraiment la confiance au max, et premier jeu que tu fais, c'est un pick 6, boum, voilà, tu calmes direct les choses. Donc voilà, donc un petit peu déçu on va dire du contenu, parce que j'espérais première rencontre entre équipes de la Ivy League va vraiment très haut niveau, ça n'a pas été le cas, et puis voilà, défensivement, Harvard a vraiment étouffé Brown. Alors, on a peu vu Quentin Brown, un des 2 running back de Brown, je ne sais pas pourquoi, pour être tout à fait honnête, mais de toute façon, le jeu au sol a vraiment eu du mal à se mettre en place. Matt Childs, de la même façon, je vous ai parlé de ce one-two punch, Matt Childs, Quentin Brown, aux abonnés absents, aussi simple que ça. Donc voilà, donc, Brown, ça va être aussi une des questions. Quel est vraiment le niveau réel de Brown? Est-ce que c'est la démolition de Georgetown en semaine 1? Est-ce que c'est ce match-là contre Harvard?
Bah, la vérité prend un petit peu entre les deux, donc on va voir ce que ça va donner, mais Harvard, ça va être très très dur, vraiment très 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 dur à aller chercher. Une impression vraiment de, voilà, de puissance, de sérénité, qui fait un peu penser à ces grosses équipes FBS là, qui ont l'impression que rien les atteint. Alors bon, bien sûr, je vais dire ça et on perd bien évidemment la semaine prochaine, mais non, blague à part, vraiment, vraiment très 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 impressionné. Vraiment, je pense top heavy à fond cette Ivy League cette année. Donc voilà, très excité, mais Harvard fait quand même figure d'épouvantail. Très clairement, donc Harvard est à 2-0 avec un 0 en Ivy League, donc voilà, excellent début de saison pour eux, et ils sont très clairement les favoris pour le titre, ça se confirme semaine après semaine. Voilà, on va passer maintenant au preview des matchs qui vont avoir lieu. Deux matchs se jouent dans la nuit de vendredi à samedi, Rhode Island qui se déplace du côté de Brown et Columbia qui se déplace du côté de Princeton. Le premier match a lieu à 1h, le deuxième 100% Ivy League a lieu à 1h30 et est diffusé sur ESPNU, donc plus facile de trouver un stream, et ça c'est plutôt cool. Alors Brown, il va falloir rebondir rapidos parce que c'est Rhode Island qui débarque et Rhode Island, ben c'est Rhode Island quoi, donc c'est vraiment vraiment pas simple à jouer. Pour tout vous dire, Brown est un underdog de plus de 14 points, ok, contre Rhode Island, parce que Rhode Island, voilà, ça joue fort et j'ai un petit peu du mal à voir si c'est le même. On va dire le même band que la semaine dernière, ça va quand même être compliqué qu'on soit très clair. En face, c'est une très bonne équipe, ils sont en 4-1, les Rams de Rhode Island. Une seule défaite, c'était contre Western Michigan, pardon, de l'équipe FBS, et puis derrière, ça a quand même déroulé tranquillement. Alors, je pense que la défense des Bears peut faire quand même quelque chose contre cette attaque qui m'a l'air pas non plus explosive. Mais par contre, la défense a l'air quand même très costaud, donc ça va être quand même, je pense que ça va quand même être compliqué pour Brown de marquer beaucoup de points. Voilà. Le facteur X de ce match-là, ça va être très clairement Jess Murphy, enfin l'attaque de manière globale et Jess Murphy en particulier, parce que si Jess Murphy sort le même match que contre Harvard, c'est même pas la peine d'y penser. Et ils ont besoin que Jess Murphy soit au minimum serviable, parce que sinon le one-two punch dont je vous ai parlé pourra pas se mettre en place. Donc voilà, donc je pense que ça va être un match quand même cool. J'ai du mal à voir Brown l'imposer, même si c'est du côté de Providence. Je vais donner quand même les Rams vainqueurs, mais voilà, ça sera quand même intéressant de voir quel match on va avoir. Voilà, donc attention notamment à Antoine Littleton, le running back de Rhode Island qui fonctionne plutôt bien cette année. Et au receveur Buchanan qui est la cible numéro 1 du quarterback. C'est David Ferrell, il me semble, le nom du quarterback de Rhode Island. Donc voilà, donc à suivre, bien évidemment. Moi j'aimerais bien voir les Bears couvrir le spread, c'est pas impossible, sachant que c'est en plus du côté Brown. Mais pour la victoire, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc deuxième match qui a lieu vendredi soir, en tout cas vendredi à samedi. Columbia du côté de Princeton. Donc ça c'est un match cool parce que c'est un match entre deux équipes qui faisaient partie des déçus de la semaine 1, qui ont fait une bonne semaine 2. Et donc finalement on se dit, bah voilà, est-ce que la semaine 2 a lancé définitivement la saison? Une des deux équipes va lancer, en tout cas aura sa saison définitivement lancée, l'autre va reprendre un coup d'arrêt. C'est assez excitant. Princeton, je pense, est donné favori à mon avis de quasiment 10 points. Je suis assez surpris quand même. Donc on va voir est-ce que l'attaque de Columbia va emmerder la défense de Princeton qui peut prendre des points quand même. Quelle version de Princeton on va voir sur le terrain aussi, quelle version de Columbia on va voir aussi, c'est une bonne question. Mais voilà, l'attaque de Columbia a besoin de se réveiller parce que depuis le début de la saison, c'est pas ça, hein, qu'on soit très clair. Et pourtant, il y a un petit peu d'expérience quand même. Donc on va voir. Je vais donner Princeton vainqueur parce que je pense qu'il y a quand même globalement plus de talent et je pense que la victoire la semaine dernière les a vraiment requinqués. Et comme je vous dis, j'ai pas vraiment confiance en cette équipe de Columbia, qu'on soit très clair. Il en faut peu pour perdre confiance, ceci dit. Mais voilà. Donc on va voir, et puis on va voir si Princeton continue à garder ce système de quarterback qui, pour l'instant, fonctionne plutôt bien en attaque, donc c'est pas vraiment le problème. Mais voilà, le but c'est maintenant de trouver aussi quand même très clairement un playmaker quand même au poste de running back. Je pense que pour Princeton ça sera vraiment ça, et il faut que Chase Goodwin, le quarterback de Columbia, se réveille. Donc on va suivre ça avec intérêt. Je vais donner quand même les Tigers vainqueurs de ce match là. Donc ça fait qu'il y a seulement 4 matchs le samedi. Alors il y a
il y aura une confrontation entre équipes de la Ligue, on y viendra après. Donc d'abord, le gros choc, je pense en termes de niveau, ça sera Yale qui se déplace du côté de Lehigh. Donc Lehigh qui vient de battre Penn, Yale qui est à 2-0. Probablement le match le plus intéressant à suivre de la semaine en dehors du Columbia Princeton, parce que c'est San Francisco Ivy League et c'est toujours plus sympa à suivre d'une certaine façon. Parce que Lehigh, comme je vous ai dit, ils sont à 5-0. Et donc voilà, donc je pense que Yale a les moyens de frapper un grand coup. Qu'on soit très clair, si Yale tape Lehigh et que Yale ne fait pas une mauvaise saison, c'est-à-dire voilà, finissent avec une ou deux défaites, c'est vraiment pas possible qu'on voit deux équipes d'Ivy League au playoff FCS. Mais voilà, mais Lehigh, il y a cette capacité à marquer beaucoup de points. Il y a eu cette capacité à créer des turnovers contre Pennsylvania, mais Yale aussi a cette capacité à créer des turnovers. Donc ça va être assez sympa, ça va être un petit peu force contre force, une grosse attaque de Lehigh, une défense de Yale qui est capable d'appuyer là où ça fait mal. Donc je suis assez excité de voir ça. Dante Reno a besoin, je pense quand même, de sortir un gros match aussi. Pitzenberger, pas de fumble s'il te plaît ce match-là. Mais voilà, en tout cas, ça sera intéressant. Et je pense que Yale, il doit être légèrement favori. Ah bah non, ils sont underdog de 3,5 points, donc grosso modo, l'avantage du terrain, on va dire ça comme ça. Donc vraiment, je pense que s'il y a un seul match en Ligue que vous avez regardé cette semaine, c'est celui-là, parce que ce serait deux équipes vraiment compétitives. Et donc je pense que ça va être un match plutôt cool. On va passer à Dartmouth qui se déplace du côté de Pennsylvania. Donc Dartmouth est à 2-0, Pennsylvania est à 1-1. Penn, voilà, qui vient de perdre contre Lehigh, Dartmouth contre vainqueur de Central Connecticut. Match pas facile à pronostiquer parce que pour l'instant je suis pas hyper convaincu ce qu'a montré Dartmouth. Là il y a une belle victoire contre Hampshire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la semaine dernière j'ai vraiment été un petit peu déçu par ce que j'ai vu. Mais heureusement Penn, on va dire ça comme ça, a confirmé quand même les espoirs que j'avais en eux depuis quelques temps. Il y a une grosse attaque, mais défensivement c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais donner Dartmouth vainqueur de ce match-là. Le spread est donné 5,5 points en faveur de Dartmouth. Ok, voilà, c'est assez. J'aurais pensé un petit peu plus pour être honnête, mais je pense que voilà, Vegas n'aime pas trop non plus qu'amender Dartmouth. Et en tout cas, on va dire le côté un peu en dents de scie. Voilà. Très clairement, la grosse question, ça sera la capacité, est-ce que Penn est capable de mettre son jeu au sol en place. Si Penn est capable de mettre son jeu au sol en place, je pense qu'ils peuvent vraiment emmerder offensivement Dartmouth. Voilà. Mais bon, c'est quand même un gros si, qu'on soit très clair, parce que pour l'instant, j'ai rien qui m'a laissé penser que ça pourrait être le cas. Colgate qui se déplace du côté de Cornell, match entre deux équipes, une match de rivalité tout simplement parce que c'est deux facs de l'état de New York. Quoi dire sur ce match-là, un petit peu compliqué. Colgate, ils sont donc en Patriot League, ils avancent un petit peu masqué, bilan de 1-3. Il y avait une défaite contre Syracuse, une défaite contre Villanova, une défaite contre Mouth, qui sont, voilà, on peut se dire, ouais, il y a 1-3 victoire contre Fordham aussi, mais Mouth et Villanova font partie quand même des très bonnes équipes FCS cette année. Donc voilà, donc bilan un peu en trompe-l'œil, qu'on soit très clair. Alors, je dois avouer que j'ai pas vu d'image de Colgate, qu'on soit très clair, donc on va dire que mon pronostic va être simplement sur mes ressentis. Je pense que, comme d'habitude, Cornell va emmerder Colgate, mais Cornell va perdre le match. Voilà, aussi simple que ça. Cornell, qui est pour l'instant la seule équipe de Ligue de ne pas avoir gagné un match là, je pense que ça restera de même. Même si Colgate n'est pas forcément une équipe plus talentueuse que Yale ou est quand même plus talentueuse qu'Albany, qu'on soit très clair. Mais voilà, je vais donner Colgate vainqueur parce que pour l'instant Cornell n'a pas montré grand chose, a montré juste une capacité à emmerder les autres plutôt que gagner les matchs. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais si voilà, on a vu quand même du bon contre Yale, il faut quand même être réaliste. Donc voilà, donc si Cornell joue à son même niveau que contre Yale en éliminant les quelques petites erreurs qui ont pu entacher ce match, il devrait pouvoir emmerder Colgate jusqu'au bout, mais j'y crois pas trop quand même. C'est une équipe relativement jeune, nouveau quarterback, le receveur du moins pas là, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc je vais donner Colgate vainqueur. Dernier match de la semaine, c'est Harvard qui se déplace du côté de Holy Cross. Holy Cross à 0,5. On se dit donc, comme je l'avais dit en semaine 1, ouais, mais Holy Cross ils sont nuls. Alors Holy Cross ils sont pas extraordinaires, d'accord, mais il y a des défaites serrées contre toutes les équipes qu'ils ont jouées, sauf Yale, voilà. Sauf que Harvard, je pense que c'est quand même un petit peu au-dessus que Yale. Donc, je vais donner Harvard vainqueur. Je pense que le spread doit être
bien dans l'avantage de Harvard, pardon, ouais, donc 17 points et demi, donc c'est quand même très costaud. Mais voilà, Yale, pardon. Ouf, j'en perds mon latin. Holy Cross, c'est quand même capacité aussi, un peu comme Cornell, à emmerder les équipes qui rencontrent, donc attention. Mais voilà, je vais quand même donner très clairement l'avantage à Harvard. Donc voilà, donc si je récapitule, j'ai pas un gros foie dans les équipes de la Ivy League cette année. Je vois Rhode Island battre Brown, je vois Yale battre Lehigh, je vois Colgate battre Cornell, je vois Harvard battre Holy Cross, donc 2-2 sur les bilans en dehors de la conférence. Et dans les matchs 100% Ivy League, je vois Princeton battre Columbia et Dartmouth battre Penn, mais très très difficilement. Voilà pour le bilan de la semaine 2 en Ivy League et la prévue de la semaine 3. Donc voilà, donc on rentre petit à petit dans le vif du sujet, donc c'est quand même assez très intéressant. Donc voilà, donc pour faire un petit état du jeu rapide, un grandissime favori qui a confirmé sur le terrain Harvard. Derrière, je pense que ça va se tirer la bourre entre Yale et Dartmouth. Et puis derrière, Princeton, Brown, Penn, et puis voilà, en fond de la classe Cornell, et peut-être Columbia aussi, parce que vraiment, je ne sais pas de quoi cette équipe est faite. Voilà, je vous dis à plus, on se retrouve samedi pour le 1-2-6, sachant qu'on a déjà sorti les épisodes sur le groupe of 5 et sur l'activité CFB de manière globale de cette semaine, donc on se retrouve samedi pour le 1-2-6, dans une semaine qui s'annonce un petit peu plus légère, donc surtout n'hésitez pas à jeter un œil à, comme je vous dis, au Yale Lehigh à 18h samedi. Je pense que vous ne regretterez pas si vous arrivez à trouver un stream, parce que ça c'est toujours un peu plus compliqué. Allez, salut tout le monde, à samedi, bisous.